Bien, alors je souhaite tout d'abord remercier Patrick Boucheron et Étienne Anheim pour cette invitation à venir présenter une partie de mes recherches dans le cadre de ce séminaire. Mon objectif, vous allez vite le comprendre, est aujourd'hui de proposer un historique de l'émergence des travaux archéologiques sur les épidémies en général et sur la peste noire en particulier, et pour laisser la place ensuite, en toute logique, tout au long de cette matinée, à deux interventions qui vont traiter de questionnements et de synthèse, plus spécifiquement bioarchéologiques. Alors, parler de l'archéologie des épidémies, c'est dans un premier temps tenter de replacer l'évolution de cette thématique de recherche au sein de l'émergence de la discipline que l'on a coutume d'appeler maintenant archéothanatologie. Avant de vous en donner une définition plus précise, je vais tenter de rappeler rapidement, en quelques lignes directrices, les prémices de cette archéothanatologie et son émergence comme discipline à part entière. Alors longtemps, les archéologues impliqués dans la fouille des sépultures anciennes ont donné la priorité aux architectures et au mobilier d'accompagnement. Les restes humains ne représentaient alors que bien peu d'intérêt. Avant les années 50, seules peuvent être mentionnées les fouilles menées de 1928 à 1930 sur la nécropole mésolithique de Téviec par les archéologues Marthe et Saint-Just-Pécard, qui se sont ensuite consacrés de 1931 à 1934 au site de Dic. Alors, ces archéologues développèrent dès le terrain une approche scientifique rigoureuse pour tous les vestiges présents, y compris les vestiges humains, et en prenant soin notamment de multiplier toute la documentation, notamment photographique, ce qui a autorisé de nouvelles analyses scientifiques des restes exhumés à partir des années 2000. Mais à l'époque, les anthropologues ne jouaient qu'un tout petit rôle et étaient souvent relégués dans des annexes descriptives, éloignées de toute véritable problématique archéologique. De nombreux chercheurs s'accordent à penser qu'un tournant important pour l'archéologie funéraire a commencé avec la fouille de l'hypogée néolithique des Mours Noirs II par Leroy-Gourhan en 1962. Une conception et une rigueur nouvelles portées dans l'approche du terrain ont conditionné le soin tout particulier qui a été porté alors à l'enregistrement et au dégagement des squelettes. Les restes humains étaient enfin considérés comme des éléments importants de la tombe, et les études biologiques qui ont suivi en laboratoire ont occupé une place importante. Dès la deuxième moitié des années 60, les méthodes en archéologie funéraire se sont progressivement affinées, et ce principalement à travers les fouilles de grandes sépultures collectives néolithiques, dont plusieurs remarquables, mais que je ne vais pas toutes citer ici. En parallèle, la fouille et l'étude de grands sites médiévaux ont apporté une contribution majeure à l'archéologie funéraire. C'est durant cette période, dès 1975, lors de son étude sur la sépulture prénéolithique de Bonifacio en Corse, qu'Henri Dudet va s'interroger pour la première fois sur les processus de décomposition des cadavres. Selon sa propre expression, travailler sur le phénomène de la mort à partir des squelettes humains, c'est garder à l'esprit que le squelette fut d'abord un corps. Il va alors démontrer ce que cette décomposition des corps peut nous apprendre sur l'architecture et les aménagements des tombes lorsque ces derniers ont définitivement disparu, et sur la manière dont les morts ont été inhumés et sur tous les gestes qui vont entourer les défunts. Ainsi naît progressivement une nouvelle discipline qui va se démarquer des études précédentes, car elle va se fonder sur une lecture dynamique des dépôts avec le cadavre au centre du discours funéraire. À partir de 1982, une école française d'anthropologie funéraire va alors se développer autour d'Henri Dudet à Bordeaux, et elle va s'appuyer sur ses nombreux enseignements et stages qui firent progressivement de cette archéologie une spécialité. À partir de la deuxième moitié des années 80, bénéficiant des acquis de la nouvelle archéologie américaine et de tous les sites étudiés en préhistoire, et sous l'impulsion des nombreuses interventions archéologiques préventives, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, les archéologues vont alors prendre en main les problématiques des ensembles funéraires et ouvrir le champ des questionnements sur les sociétés anciennes en réorientant les outils anthropologiques dans une perspective archéologique. Cette évolution va alors se concrétiser par la tenue de plusieurs colloques, et le dialogue entre les archéologues et les anthropologues va alors progressivement s'affirmer.
Le terme d'archéothanatologie a été proposé par Bruno Boulestin et Henri Didet lors d'une table ronde qui s'est tenue à Sens en 1998 et dont les actes ont paru en 2005. Et la même année était alors publié un recueil des concepts et des méthodes propres à cette discipline. Alors, l'archéothanatologie désigne l'étude des différents aspects biologiques et culturels de la mort dans les populations anciennes. Elle fait appel aux données de terrain, c'est-à-dire les fouilles archéologiques, à l'anthropologie biologique, et notamment à la connaissance non seulement de l'anatomie, mais de toute la connaissance de l'hachage des articulations, et à l'anthropologie sociale et culturelle. Ce terme a remplacé l'intitulé initial que vous connaissez peut-être d'anthropologie de terrain, d'une part afin de ne pas limiter l'approche des pratiques funéraires à la seule observation des restes humains, et aussi afin d'avoir la possibilité de prendre en compte des ossements ou des squelettes humains qui ne relevaient pas de pratiques funéraires, mais plutôt de ce que l'on nomme plus généralement des pratiques mortuaires, c'est-à-dire tout ce qui relève des trophées, des témoignages d'anthropophagie, entre autres. Alors, afin de préciser un peu plus la démarche archéothanatologique, on peut dire finalement que les images qu'on observe sur le terrain sont très souvent des images déformées, qui ne traduisent pas directement les caractéristiques originelles du dépôt. Il faut donc accorder une attention particulière à la compréhension de tous les processus qui vont affecter le corps après sa mise en place dans la tombe, et analyser tout ce qui reste archéologiquement de la tombe, mais aussi de son contenu, afin de la restituer comme elle était à l'origine, ou du moins au plus proche de ce qu'elle était. Et c'est là qu'intervient la notion de taphonomie du cadavre, qui va imposer un décryptage des différents processus par lesquels le défunt va passer de l'état de dépouille organique à celui de squelette. Finalement, on peut dire que si l'archéologie tente de retracer la vie des sociétés du passé par l'étude de leur culture matérielle, l'archéothanatologie va étudier plus précisément la manière dont les sociétés ont géré et traité leurs morts. Elle va permettre une analyse des pratiques funéraires qui peuvent être alors mises en œuvre, qui concernent le traitement du corps, le dispositif des tombes et l'ensemble des gestes funéraires qui vont être portés aux défunts. Mais aussi, elle va chercher à les interpréter et plus largement, elle va s'intéresser à l'organisation spatiale des morts sur un territoire, de l'emplacement des tombes jusqu'à la structuration des ensembles funéraires. Voilà donc pour ce rapide rappel de l'archéothanatologie qui, depuis longtemps, a fait ses preuves et conduit à de nombreuses études qui ont permis de préciser et de discuter les réponses qu'ont apportées les différentes sociétés humaines face à la mort, et ce, dans différents contextes. Les sources archéologiques qui concernent les sépultures des morts par épidémie sont toutefois restées longtemps muettes, et plusieurs chercheurs qui se sont emparés des problématiques relatives aux maladies infectieuses ont pendant longtemps regretté cette absence de traces. Dès la deuxième moitié des années 60, pour certains historiens précurseurs, et notamment Jacques Le Goff et Jean-Noël Biraben, dans une publication donc, en 1969, que Patrice Boucheron, du reste, a déjà évoqué dans une de ses leçons, eh bien, ces deux historiens pressentaient déjà que le développement des études des cimetières et des squelettes pouvait constituer un nouveau champ d'enquête très prometteur, susceptible de fournir des données sur des périodes historiques peu connues, mais aussi de modifier l'état des connaissances. Mais jusqu'à la fin des années 90, bon nombre d'archéologues déploraient le manque de données sur les épidémies en invoquant différentes raisons. L'absence de traces sur les squelettes, et donc l'impossibilité de distinguer les morts d'épidémie de morts plus ordinaires, l'exclusion systématique des décédés par épidémie hors des cimetières, et enfin le recours possible, dans certains cas, à la crémation. C'est du moins ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Avec l'émergence des méthodes de l'archéothanatologie, s'est progressivement posée la question de certains regroupements de morts. Alors, nous pouvons avoir certes plusieurs morts, mais chacun avec sa propre structure funéraire, et auquel cas il s'agit bien évidemment d'ensembles funéraires de type nécropole ou cimetière, ou bien nous avons affaire à la juxtaposition de plusieurs individus à l'intérieur d'une seule et même structure architecturale.
Et dans la pratique archéologique, il est communément admis de les subdiviser alors en deux types. D'une part, des sépultures qu'on appelle les sépultures collectives, où les corps sont déposés sur le temps long, et d'autre part, des sépultures qui sont dites multiples ou à dépôt simultané, avec des individus qui sont donc inhumés simultanément, et ce sont ces dernières qui vont nous intéresser tout au long de cette présentation. Alors, voici illustrés deux cas de figure. À gauche, vous avez un ensemble collectif qui est formé de dépôts échelonnés dans le temps au fur et à mesure des décès, et c'est assez typique de ce que l'on peut trouver au néolithique ou au chalcolithique, et vous le voyez peut-être, les dépôts apparaissent tout de même assez désordonnés. Et il est comparé ici à une tombe dite multiple qui va résulter de l'accumulation simultanée de plusieurs cadavres. Et on a une lecture, a priori, vous pouvez le voir, de dépôts globalement plus lisibles. Alors la distinction entre ces deux types de sépultures, elle va se fonder sur l'analyse archéothanatologique des tombes. Et prouver la simultanéité des dépôts de cadavres à l'intérieur d'une même structure va reposer sur des observations taphonomiques précises qui vont prendre en compte les mouvements des pièces osseuses à l'intérieur des sépultures. Alors, afin de préciser un petit peu cette distinction, on peut dire que si les dépôts sont décalés dans le temps, alors la mise en place d'un nouveau sujet va entraîner des perturbations dans l'agencement du ou des squelettes déjà présents et éventuellement permettre l'observation de gestes de réduction, comme des regroupements d'os, des rangements. A l'inverse, si les dépôts sont simultanés, alors les corps vont se décomposer en même temps et les connexions anatomiques vont être généralement préservées d'une manière beaucoup plus stricte. Mais, en apparence, c'est assez facile, mais ces observations doivent être nuancées lors de superpositions partielles ou totales des individus. Car dans ce cas, les sujets qui vont être placés sur le fond ne seront généralement pas perturbés, alors que certaines dislocations pourront se produire sur les squelettes des individus qui les surmontent, en raison de la décomposition des premiers individus qui vont provoquer la création d'espaces vides secondaires. Mais d'une manière générale, on peut dire que contrairement au dépôt collectif, l'accumulation de plusieurs individus en un même lieu et dans un laps de temps très court va indiquer une mortalité anormale. Alors, l'inhumation simultanée de plusieurs défunts a eu cours dans les sociétés anciennes et l'on connaît quelques exemples de sépultures considérées comme multiples pour le paléolithique. Dans les trois cas au moins présentés, la simultanéité des décès semble assez clairement acquise, sauf peut-être pour la sépulture double des périnatales, pour laquelle une controverse subsiste encore. Mais rien ne permet à l'échelle d'une sépulture, au moins dans ces cas-là, d'identifier un événement particulier. Les sépultures multiples, présentes à différentes périodes chronologiques, peuvent prendre des formes variées, comme vous le voyez sur cette image, de simples, avec 2, 3, voire 4 individus, ou beaucoup plus complexes, avec l'implication d'un nombre plus ou moins important d'individus. Alors, sans rentrer dans une démonstration précise de la simultanéité des dépôts, je vais vous présenter 3 cas qui rendent assez bien compte de la diversité des situations qui peuvent être attendues. Vous avez ici une sépulture triple qui est particulièrement représentative d'une sépulture multiple simple. La fosse présente un contour quadrangulaire unique, plus ou moins régulier. 3 individus ont été inhumés sur le dos et leurs corps se superposent, tête bêche, une superposition qui a fait apparaître un ordre de dépôt progressif du sud vers le nord. La mise en place consécutive de ces individus n'a entraîné aucun bouleversement sur les corps qui étaient déjà en place, et même au niveau des articulations les plus labiles, c'est-à-dire celles qui ont un faible volume de parties molles et qui lâchent le plus rapidement, comme par exemple les mains ou les pieds. Et toutes les observations stéologiques, dans ce cas, concordent pour indiquer que les corps se sont déposés aussi dans un espace colmaté, c'est-à-dire que les cadavres étaient déposés sur le sol et recouverts de terre. Dans ce cas, tous les arguments sont réunis pour affirmer qu'il s'agit d'une seule et même opération de dépôt. À l'extrême, 2 autres exemples de sépultures multiples montrent à quel point l'étude de ces dépôts simultanés peut se révéler longue et parfois complexe, car elle implique la décomposition synchrone d'un grand nombre d'individus.
Et parfois même, sur le terrain, je dois dire que nous pouvons rester assez longtemps dans l'incertitude quant à la nature exacte des dépôts. Et que ce n'est vraiment que... Enfin, c'est la phase d'enregistrement, finalement, lors de la fouille, qui est particulièrement cruciale pour pouvoir restituer a posteriori la chronologie de ces dépôts. De manière très synthétique, nous pouvons affirmer pour ces deux sites la simultanéité des dépôts, avec des arguments fondés sur la superposition des corps, le maintien de segments anatomiques en connexion et l'absence de remaniements pouvant être liés à la mise en place de dépôts successifs. Mais lorsque la restitution de la dynamique des dépôts est limitée, que les observations ostéologiques ne sont pas assez convaincantes, et à raison, entre autres, parfois d'un très mauvais état de conservation des ossements, on peut recourir aussi à des arguments alternatifs, comme ici la restitution tridimensionnelle d'une tombe et de son contenu, des indices qui, dans ce cas, ont permis de rendre compte d'un fonctionnement assez complexe, caractérisé par plusieurs phases de dépôt simultanées qui se sont enchaînées. Alors on a maintenant une bonne connaissance des méthodes des dépôts simultanés, mais c'est finalement à la toute fin des années 80 et au début des années 90 que les premiers ensembles pouvant être liés à des crises de mortalité ont amené différents questionnements. En France, les tout premiers à nous offrir cette opportunité ont été découverts à Dreux en 1989 avec le site de la rue Saint-Pierre, dont la particularité à l'époque a été de révéler la présence de plusieurs sépultures multiples datées du XIVe siècle, et ce dans un cimetière paroissial qui était proche de l'église. Des tombes donc totalement atypiques dans ce type de contexte. Et la même année, à Sens, avec le site du Clos des Cordeliers, daté lui des 5e et 6e siècles, un site qui renfermait, outre diverses structures d'habitat, une zone funéraire avec quelques sépultures individuelles et 4 tombes multiples, celles qui sont représentées en jaune sur le plan de droite. Pour ces deux sites, des sépultures multiples se présentaient comme de simples fosses creusées dans la terre, toutes contemporaines, sans éléments d'architecture spécifiques. Pour ces deux cas, l'étude taphonomique a permis de prouver l'inhumation simultanée des individus et donc d'émettre l'hypothèse de crise de mortalité. À l'époque, la problématique tout à fait inhabituelle de ces ensembles nous a amenés à réfléchir aux différentes observations susceptibles de nous permettre une interprétation de ces crises. Pratiquement à la même période en Angleterre, furent mis au jour 2 ensembles funéraires datés du XIVe siècle et témoignant de crises de mortalité. Les sites d'Smithfield à Londres, évoqués par Patrick Boucheron, et celui de la cathédrale d'Hereford. Une des particularités du site londonien était que des sources textuelles mentionnaient 2 grands cimetières, dont celui d'Smithfield, qui avaient été aménagés dès le début de l'épidémie pour accueillir les morts de la peste. Et les archéologues suspectaient donc fortement la présence de sépultures de pestiférés dès le début de l'opération archéologique. Mais à cette époque, les rapports de fouilles n'étaient pas très facilement consultables avant les publications, et ces dernières publications, finalement, se sont ensuite révélées assez peu détaillées sur l'aspect funéraire. Assez peu détaillées, ce qui fait que nous n'avons pas pu vraiment les intégrer dans une discussion générale de départ. Et ce sont donc sur les 2 sites français, Dreux et Sens, que nous avons mené certains développements. Alors, dans les 2 cas, et pour Dreux et pour Sens, la possibilité d'avoir affaire à une mortalité anecdotique relative à un petit accident collectif, comme il n'est pas rare d'en rencontrer au sein de certains ensembles funéraires, pouvait être ici écartée du fait de la récurrence et de la contemporanéité des tombes multiples pour les 2 sites. Pour autant, identifier d'autres événements susceptibles de provoquer un très grand nombre de décès, comme des guerres, des massacres, des épidémies infectieuses mortelles à court terme, nécessitait d'avoir recours à d'autres observations. Alors, bien évidemment, les datations absolues ont été une priorité qui pouvait conditionner les recherches, puisque le recours aux sources écrites est une évidence pour les périodes les plus récentes. Une attention méritait aussi d'être portée au matériel accompagnant les individus dans leur tombe, puisque l'on sait que des armes trouvées in situ, parfois avec des artefacts encore dans les os, peuvent suggérer assez facilement un diagnostic préliminaire de conflit armé.
D'autres types d'objets, religieux ou non, peuvent laisser penser que les sépultures étaient liées à une forte mortalité infectieuse, tout comme la découverte de substances spécifiques, telles la chaux, associées au squelette. Parfois encore, des marqueurs topographiques, tels que des pierres tombales ou de croix, ont perduré et matérialisé le souvenir d'une crise de mortalité. Et c'est du reste la présence souvent de ce type de structure commémorative est couplée à des recherches archivistiques qui peut, dans certains cas, motiver des diagnostics archéologiques. Mais en parallèle, et bien souvent l'absence de sources écrites, l'identification de la cause de la mort a nécessité le recours à différentes investigations biologiques pouvant éventuellement éclairer sur la cause des décès. La première enquête consiste alors à rechercher sur les squelettes des lésions pouvant être liées à la cause de la mort, notamment tout ce qui concerne la traumatologie guerrière, afin d'identifier une possible crise en lien avec un fait de guerre ou un massacre. C'est le cas, par exemple, vous voyez ici, pour le site Les Châteliers du Vieil-Auzé, la présence de nombreux impacts traumatiques, notamment sur le crâne, et plusieurs pointes de flèches encore figées dans les os indiquent un massacre, voire peut-être une exécution. Vous avez un autre exemple avec la nécropole de Phalère, près d'Athènes, où, au sein de plusieurs tombes multiples, certains adultes portaient des pinces métalliques autour du cou et des membres, indiquant qu'il s'agissait probablement de prisonniers exposés à la pratique exposés au pilori et vraisemblablement exécutés. On voit donc que c'est un diagnostic différentiel, en l'absence de lésions traumatiques évocatrices de violence, qui va conduire bien souvent à l'hypothèse de pathologie aiguë, qui n'ont pas permis le développement de lésions osseuses. À partir de là, l'axe de recherche le plus évident consiste à étudier la composition par âge et par sexe de la population. On sait que toutes les crises de mortalité ne vont pas ponctionner de la même manière les différentes tranches d'âge des populations. Et on peut donc tenter d'identifier les particularités des profils de mortalité que l'on va obtenir, chercher à les interpréter, et alors, à partir de là, proposer l'hypothèse de telle ou telle crise. De nombreux travaux méthodologiques sur les estimations d'âge et de sexe, couplés à une réorientation des objectifs démographiques, qui s'est entièrement tournée vers la détection des anomalies paléodémographiques, ont été engagés par différents anthropologues bordelais au milieu des années 90, et ils ont en partie conduit à l'élaboration d'un protocole d'analyse de ce qu'on appelle le recrutement par âge et par sexe d'une population archéologique. Comme vous le voyez sur cette image, ce protocole se fonde d'une part sur le calcul des quotients de mortalité par tranche d'âge pour les moins de 30 ans et celui d'un taux de masculinité pour les adultes. Ces données sont ensuite comparées à celles généralement admises dans le cadre d'un schéma de mortalité ancienne, un cadre donné notamment par les tables types de Lederman. Et c'est cette confrontation qui va permettre de vérifier si les populations étudiées sont représentatives finalement d'une population vivante théorique ou si, au contraire, elles relèvent d'une sélection et à partir de là de discuter de quel type de sélection il peut s'agir. Alors je reviens sur les sites de Dreux-Essence puisque dans ces deux cas, l'absence de stigmates précis sur les squelettes nous a conduit à exclure des morts violentes et nous a orienté vers l'hypothèse d'une épidémie fulgurante qui n'aurait laissé aucune trace sur les ossements. Les données individuelles sur l'âge et le sexe ont permis d'établir des courbes de mortalité. C'est ce que vous voyez apparaître en vert et en brun sur ce graphique. Les classes d'âge sont en abscisse et les quotients de mortalité en ordonnée. Par comparaison avec une population naturelle, qui est ici représentée par une plage grise, les profils de mortalité des supposés malades ont révélé un certain nombre d'anomalies démographiques qui sont pointées par des petites flèches rouges sur l'image. Elles concernent notamment une absence des très jeunes enfants et surtout une très forte mortalité de 5 à 19 ans. Ainsi, à la nature particulière de ces sépultures multiples était associé un recrutement très spécialisé en fonction de l'âge et du sexe. Un recrutement que nous avons soupçonné très vite d'être en relation avec une crise de mortalité épidémique, mais sans qu'il soit possible, au moment où ces analyses ont été engagées, d'en connaître la nature exacte. Mais en 1996, la fouille et l'étude d'une série archéologique du sud-est de la France a apporté un éclairage tout à fait nouveau sur les questions d'épidémie.
En effet, la fouille exhaustive du site des Fédons à Lambesc a permis de mettre au jour plusieurs sépultures, à la fois individuelles et multiples, que différents documents d'archives ont permis de relier à un cimetière de peste dont le fonctionnement a pu être ciblé du mois de mai au mois de septembre 1590. Ce site, parfaitement daté, avec un nombre représentatif d'inhumations dont l'origine de la mort était connue par les sources d'archives. Donc, je reprends sur le site de Lambesc. Donc, un nombre représentatif d'inhumations dont l'origine de la mort était connue par les sources d'archives, et donc un exemple funéraire tout à fait original dans le domaine de l'archéoanthropologie, et en particulier, évidemment, sur la question des épidémies. L'établissement d'un profil de mortalité, que vous voyez ici nouveau sur cette image, nous a permis de constater plusieurs anomalies, assez proches finalement de celles que nous avions remarquées pour les sites plus anciens de Dreux et d'Essence. Et la question était bien évidemment de savoir si ces anomalies pouvaient être considérées comme caractéristiques d'une épidémie de peste. Alors, nous nous sommes référés dans un premier temps à des données de démographie historique. Bien que circonscrites en milieu urbain, ici à Londres et à Genève, elles montrent qu'il existe bien entre les principaux groupes d'âge une certaine homogénéité des profils de mortalité par peste. Ce sont ce que vous voyez ici, les courbes rouges sont représentées par les courbes rouges et vertes, qui se distinguent d'une mortalité naturelle représentée par une courbe grise. Les anomalies démographiques observées étant similaires à celles qui ont été repérées pour le site des Fédons, il a donc été possible de proposer qu'il existait bien une signature démographique propre à la peste et que ce profil de mortalité par peste était très proche de celui d'une population vivante, ce qui pouvait témoigner de la non-sélectivité par rapport à l'âge des victimes de la bactérie. Mais afin de mieux cerner l'impact épidémique de la peste, nous nous sommes tournés aussi vers deux autres séries archéologiques correspondant aux victimes de la grande épidémie de peste de 1720-1722. Les sites de l'Observance à Marseille et du Délos à Martigues, qui ont été étudiés par l'équipe d'anthropologues de l'UMR 65-78 et en particulier par Michel Signoli. Les fouilles avaient précédé de 2 ans celles des Fédons. On peut voir tout de même qu'il s'agit là, dans ces deux cas, d'une accumulation d'un grand nombre d'individus, contrairement à ce que nous avions pour les Fédons, avec essentiellement des sépultures multiples très simples, voire des sépultures individuelles. Et pourtant, un site constitué, lui aussi, en contexte de crise. Alors, le profil de mortalité que nous avons obtenu pour Martigues, que j'ai repris d'après les données de Michel Signoli, et que vous voyez sur le graphique du bas, tout en bas à droite, présente quelques points communs avec celui du Fédon, et notamment la forte proportion, je vous le rappelle, des jeunes et grands adolescents. Par contre, pour l'Observance, au-dessus, mis à part le déficit des classes les plus jeunes, mais ce qui est loin d'être spécifique au seul cas de peste, nous ne retrouvons pas d'autres anomalies. Et pour tenter d'interpréter finalement les différences entre ces deux profils, les auteurs ont retenu une hypothèse épidémiologique. Le site de l'Observance aurait été constitué lors de la rechute épidémique de 1722, alors que celui du Délos témoignerait plutôt d'un contexte d'acmé épidémique. Alors ces comparaisons se sont révélées particulièrement intéressantes puisqu'elles révélaient finalement des particularités démographiques qui pouvaient être liées aux variations d'intensité d'une même épidémie. Un autre apport très important de ces sites de contexte épidémique connus, tels les Fédons, Marseille et Martigues, est qu'ils ont déclenché pour la première fois des investigations originales en paléobiochimie moléculaire. Et dans les 3 cas, il a été possible de mettre en évidence des séquences d'ADN anciens du bacille de la peste. Bien évidemment, cela nous a mené à nous interroger sur les profils de mortalité singuliers des séries plus anciennes que nous avons vues à Dreux et à Sens, qui ne bénéficiaient pas de références historiques et pour lesquels nous avions retenu l'hypothèse d'une épidémie. La comparaison de leur profil de mortalité à celui obtenu pour le site de peste des Fédons, la similitude de leur anomalie par rapport à un profil de mortalité théorique, nous a conduit à considérer qu'il s'agissait d'un argument non négligeable pour un diagnostic de peste pour ces séries anciennes. Le diagnostic étant posé, de nouvelles recherches en paléobiochimie moléculaire ont alors été entreprises et ont permis de confirmer, dans les 2 cas, la présence du bacille Yersinia pestis, Dreux pour la peste noire
essence pour la peste justinienne, révélant ainsi pour la première fois la présence du bacille de la peste au VIe siècle. Il était donc devenu incontournable, lorsque la situation s'y prêtait, d'inclure les analyses paléogénétiques dans le protocole d'investigation mis en place afin de répondre aux questions posées par la présence de sépultures multiples, et tout en préconisant, dans le meilleur des cas, un échantillonnage dès la phase de terrain afin d'éviter des contaminations. Vous voyez que depuis les premiers travaux de la fin des années 90, les études de paléomicrobiologie de séries supposées en lien avec la peste se sont multipliées. Patrick Boucheron, dans plusieurs de ses leçons, en a assez longuement parlé. Ça sera repris évidemment cet après-midi, dans la fin de matinée et cet après-midi. C'est évidemment l'essor de la paléogénomie qui a entraîné ces dernières années les avancées les plus spectaculaires, à partir à la fois, je dirais, de questionnements archéoanthropologiques sur certains sites, mais aussi par des projets plus généraux sur l'ADN humain, qui, puisque grâce aux librairies d'ADN consultables, ont permis l'identification de certains pathogènes. Mais comme je vous le dis, d'autres présentations au cours de cette journée aborderont les résultats obtenus dans ce domaine de recherche. Alors, la multiplication des opérations d'archéologie préventive en France a permis des ouvertures sur d'autres sites funéraires en lien avec des épidémies. De même, plusieurs découvertes remarquables ont été faites dans plusieurs pays d'Europe. La complexité de certaines structures, associée à la nécessité d'intervenir rapidement en contexte d'archéologie préventive, a nécessité assez tôt la mise en place d'un protocole spécifique, assez régulièrement utilisé maintenant lorsque le contexte s'y prête. Et ces 20 dernières années, la coordination de plusieurs projets interdisciplinaires à l'interface des sciences humaines et des sciences de la vie a été fondamentale dans le déroulement de toutes les actions de recherche que je vous ai présentées. Outre l'opportunité d'établir des collaborations scientifiques durables avec des chercheurs d'autres institutions, françaises et étrangères, ces projets ont permis d'aboutir à des résultats et interprétations fondamentaux pour notre connaissance des épidémies de peste médiévale et moderne, et tout particulièrement pour la seconde pandémie. Certains sont encore en cours, et Sacha et Étienne vous les présenteront de manière un petit peu plus détaillée. Plus récemment, si on sort du cadre de la peste noire, je tenais à vous signaler que dans le cadre d'un projet ANR ont été engagées des recherches qui concernent à la fois la première pandémie de peste, dite peste justinienne, et les épidémies antiques. Alors, cette période, qui a vu une diversification des fouilles et des études de sites de nature épidémique, a été aussi jalonnée dans le milieu archéo-anthropologique par la tenue de plusieurs colloques qui ont donné lieu à diverses publications, des publications soit entièrement consacrées aux épidémies, soit seulement en partie. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore d'ouvrage de synthèse sur ces questions archéologiques hors de France, mais toutefois des monographies de sites ont vu le jour en Angleterre et en Italie. Plusieurs études ont été réalisées aussi dans le cadre de mémoires universitaires et certaines sont en cours dans le cadre de doctorat. Alors, sans empiéter sur la présentation de Sacha qui va suivre, mais plutôt en préambule finalement à ce qu'il va vous exposer, je souhaite mettre toutefois en exergue quelques particularités relevées à l'échelle des principaux sites d'épidémie rencontrés jusqu'à présent, des particularités qui ont finalement contredit en partie, mais qui ont contribué à revoir un petit peu tout ce que nous offraient finalement les sources littéraires et iconographiques qui traitaient de funérailles en période de crise. Outre le fait d'être donc parfaitement tangible, la sépulture multiple maintenant apparaît comme une réponse assez classique à un dérèglement de la mortalité relatif à un événement particulier. Mais on voit que les corps peuvent avoir été déposés dans différents types de structures, de la simple à la plus complexe, c'est ce que nous avons vu assez régulièrement au cours de cette présentation, mais que leur gestion semble avoir été raisonnée, comme vous venez de le voir à Issoudun, où les corps ont été manipulés, mais ordonnés selon une logique de rationalisation de l'espace. Donc ces exemples, au même titre que d'autres aujourd'hui disponibles en archéologie, offrent une image détaillée et nuancée du traitement des morts dans des contextes particuliers et surtout bien éloignés des stéréotypes généralement admis. De même, les lieux d'inhumation se sont révélés aussi extrêmement diversifiés. Les épidémies n'ont pas nécessairement provoqué l'exclusion des défunts du lieu d'inhumation consacré, contrairement à ce qui a été admis pendant de longues années afin d'expliquer en partie leur absence du paysage archéologique, et sont apparus également des espaces d'inhumation dédiés aux seules victimes d'épidémies,
comme nous l'avons vu pour le cimetière des Fédons associé à une infirmerie. Mais là, je n'irai pas plus loin, donc je laisse le soin à Sacha de présenter plus précisément ces diversités de gestion et leurs possibles interprétations. Un intérêt de ces recherches archéo-anthropologiques a été aussi de remettre en cause certaines hypothèses historiques de peste et aussi de diagnostiquer d'autres pathogènes. À Prague, par exemple, le profil de mortalité et le sexe ratio des individus issus des sépultures multiples nous a conduit à remettre en cause le premier diagnostic de peste qui avait été anciennement proposé par les anthropologues. Le recours à des données inédites, notamment des recherches en archives, un travail plus précis sur le matériel archéologique, de nouvelles datations, nous autorise actuellement à envisager plus vraisemblablement une famine qui serait liée au siège de Prague de 1742 et peut-être en relation avec une épidémie de type typhus. Et cette interrogation quant aux vraies crises du passé touche un certain nombre de sites. Bien évidemment, je n'ai pas le temps de tous vous les présenter ici. Concernant le diagnostic d'autres pathogènes, je prendrai juste l'exemple du site d'Issoudun, dont vous avez vu plusieurs fois les sépultures assez exceptionnelles. Et pour ce site, ce sont encore une fois les données de l'archéologie et de la biologie, mais ici couplées à celles de la démographie historique, qui ont fourni des arguments différents mais complémentaires pour proposer l'hypothèse d'une épidémie de type dysenterie ou rougeole couplée avec une famine. Et voici donc pour terminer une carte qui regroupe les ensembles funéraires actuellement recensés comme étant en relation avec des épidémies. Les contextes de mortalité sont pour certains attestés par des sources historiques ou par des résultats d'ADN pathogènes. Plus de la moitié, vous le voyez, se situe sur le territoire français, et c'est probablement en raison du plus grand nombre d'opérations archéologiques qui y sont régulièrement menées, et ce, sans véritable équivalent en Europe. Et pour une transition avec la présentation de Sacha, voici une cartographie des sites funéraires relatifs à la deuxième pandémie, et à partir desquels plusieurs travaux de synthèse ont pu être mis en œuvre. Donc je pense vous avoir démontré, si besoin était, que les cimetières et les sépultures sont vraiment des témoins privilégiés de l'histoire des épidémies. Le cimetière et les sépultures, évidemment, et que l'archéologie apporte une contribution fondamentale pour comprendre l'adaptation des populations qui se sont trouvées face à un afflux de cadavres en temps de crise. Les restes humains sont aussi les seuls vestiges, finalement, qui soient en relation directe avec la biologie, et c'est ce qui va autoriser tout un panel d'études, plus spécifiquement biologiques, et qui seront détaillées dans les interventions qui vont suivre. Donc, sortant du seul champ d'étude des sources textuelles pour s'ouvrir aux pratiques funéraires et aux analyses portées sur les restes humains, les travaux qui ont été menés ces dernières années sur les épidémies du passé ont conduit donc à de nouvelles réflexions et d'interprétations, et je pourrais dire ont permis, comme le dit joliment Patrick Boucheron, de satisfaire d'autres curiosités. Et je terminerai par cette citation de Robert Fossier, que j'avais relevée il y a maintenant 30 ans à la lecture de son tome 1 du Moyen-Âge, et qui, d'une certaine manière, permet de mesurer finalement tout le chemin parcouru. Et un tout petit clin d'œil pour quelqu'un qui se reconnaîtra avec la transition à venir, qui finalement... Un petit clin d'œil qui n'est pas sans rappeler finalement le lien qu'on peut faire avec les jeux dont parlait Patrick Boucheron tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.